Les conclusions du grand débat et la campagne pour les élections européennes, eh bien ça s'entrechoque et c'est avec un député sortant européen qu'on va en parler. C'est avec Renaud Muselier, qui est par ailleurs aussi président de la grande région Sud. Et oui, Sud, il faut s'y faire, ce n'est plus PACA, c'est Sud maintenant. Renaud Muselier, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous reprochez à Emmanuel Macron de se servir du grand débat pour mener sa campagne des européennes? Non, il se sert du grand débat pour montrer à quel point il a raté les appels de la France, que ce soit par l'intermédiaire des régions, des départements, mais par ces manifestations des Gilets jaunes, qu'il a entraîné dans ce grand débat, qui nous a déjà coûté quelque part 10 milliards, qui n'a rien arrangé. Non, il n'a pas coûté. Ah oui, 10 milliards au mois de décembre. Il a lâché 10 milliards au mois de décembre, en sortant des clous, et ça n'a pas pour autant calmé les choses. Le grand débat est un mode d'expression complémentaire à ce qui répond aux attentes des citoyens. En fait, il rappelle simplement une chose, le diagnostic qu'on a fait depuis le départ, problème fiscal, ok, pas de nouvelles. Alors justement, les conclusions du Premier ministre, Édouard Philippe, que vous connaissez bien, qui était de votre parti, naguère, eh bien c'est de dire il faut moins d'impôts, moins de dépenses publiques. Est-ce que là, c'est pas en mesure de séduire votre électorat, l'électorat de droite? Oui, mais enfin, ça on le savait quand M. Macron a été élu, Monsieur le Premier ministre, M. Philippe le savait quand il a été nommé Premier ministre. Oui, mais s'ils le font. Et il n'y a rien qui change. S'ils le font. Eh bien, il serait temps. Ouais. Parce que ce diagnostic-là, il n'a pas changé depuis le début des présidentielles. Est-ce que vous trouvez que c'est un avertissement, parce qu'il a dit qu'il fallait le faire tout de suite, il fallait faire preuve d'audace. Est-ce que c'est un avertissement du Premier ministre au Président de la République? Vous l'avez interprété comme ça? Je pense surtout c'est que le Premier ministre, c'est le Président de la République qui est monté au créneau sur le grand débat, c'est le Président de la République qui va apporter, j'espère, une réponse politique à un problème politique, et c'est le Premier ministre qui aujourd'hui fait le diagnostic sans surprise. Le grand débat nous rappelle simplement l'état des lieux de la France avec des incohérences très claires. Fiscalité, l'écologie qui ne doit pas être punitive, ça jusque-là, pas de surprise. Apparemment, on parlait d'un troisième acte de la décentralisation, mais c'est tellement à l'heure du jour. Nous, on le demande, et nous, on le demande parce qu'on a besoin d'avoir la capacité d'action dans nos régions. Oui. Nous sommes, je pense, plus proches du terrain. Enfin, après avoir ignoré les maires, il fait des réunions entières de 6 heures avec eux, le Président de la République. Donc la réalité, c'est que il faut un acte nouveau de décentralisation, ou en tout cas conforter bien la décentralisation. Vous le demandez? Elle a été faite. Oui, très clairement. Et qu'est-ce qu'on vous répond? Il y a trop d'élus. Il y a trop d'élus. Donc, en fait, oui, mais votre parti a fait campagne aussi longtemps sur le fait qu'il fallait moins d'élus. Oui, mais c'est pas pour ça qu'il faut pas décentraliser. On demande la décentralisation pour la proximité par rapport à nos territoires qu'on connaît mieux. On nous répond il y a trop d'élus, on va recentraliser. C'est quand même pas la même chose. Donc entre le nombre d'élus qui peut être considéré comme trop important, après tout, pourquoi pas. C'est pas un peu de la démagogie, ça d'ailleurs? Ben, c'est le plus facile pour éviter le problème. C'est toujours la faute des autres avec le gouvernement. C'est un coup la faute de l'Europe. Vous parlez de trop d'élus, c'est élus des parlementaires ou les élus en général? De toute façon, les élus ont toujours bon dos. Ouais. Donc là, en l'occurrence, c'est les strates locales et sur les strates locales, le président Sarkozy voulait aussi cumuler conseillers généraux à l'époque et conseillers régionaux. Il voulait faire en sorte qu'il y ait une désignation différente, mais c'était à l'uninominal. Ouais. À l'uninominal sur des territoires qui étaient recoupés. C'est pas l'addition de départements avec des régions, avec un bric-et-broc qui ne correspond pas en termes de compétences. L'important, c'est la désignation des compétences pour le mode de gouvernance. Et ce sont ces millefeuilles où chacun fait tout, donc fait n'importe quoi. Quand on fait tout, on fait rien, et qui posent vraiment une difficulté. D'où la volonté du gouvernement de recentraliser. Et c'est ça que je conteste. Est-ce que, d'après vous, Emmanuel Macron, l'exécutif peut s'en sortir sans un acte politique fort, du style dissolution, référendum à questions multiples? Plus ça va, plus c'est compliqué. C'est-à-dire plus ça traîne, moins il règle le problème d'un problème politique. Le grand débat n'est pas une réponse politique à un problème politique. Les 10 milliards qui ont été mis dans la machine n'ont pas été une réponse politique à un problème politique. Donc il a le changement de gouvernement, on voit bien la limite de l'exercice puisqu'il a déjà fait un remaniement, donc il peut le refaire à la marge. Il peut changer de Premier ministre. Oui, c'est un acte politique qui est plus important et plus fort. Moi, je ne suis pas sûr qu'il en ait envie. Il a le référendum
référendum, on voit bien la limite de l'exercice, même s'il pose 6 questions, est-ce que ça sera vraiment la réponse, parce que ça sera noyer le poisson, et il va de plus en plus vers la dissolution, comme l'a dit M. Jacob. Alors pour ces européennes, François-Xavier Bellamy est-il une bonne tête de liste pour votre parti? En tout cas, c'est la tête de liste qui a été désignée par le parti. Ce dont je suis sûr, c'est que... En tout cas, c'est la tête de liste qui a été désignée. Ça veut dire que vous n'étiez pas tellement en phase avec lui? Non, je n'étais pas très chaud, parce que j'estime que pour l'Europe, il faut quelqu'un qui ait de l'expérience. Oui. Bon. Et en tout cas, quand je regarde les débats qui ont eu lieu, que je regarde la présentation, pour ceux qui aiment l'Europe, là-dedans, il est de très loin le meilleur. Bien loin devant Mme Loiseau. Oui. Mme Loiseau a montré son incompétence. Donc ça vous satisfait? Ben c'est ce qu'il y a de mieux sur le marché dans la présentation qui est faite. Et je voterai d'autant plus pour cette liste LR que je l'ai critiquée au départ, parce que nous avons beaucoup de gens très compétents dans la liste, qui ont une vraie expérience de l'Europe, ce qui n'est pas le cas de Mme Loiseau. Alors ce qui est étrange, quand on a des municipales, quand on a des élections régionales, quand on a des législatives, il y a toujours le bilan qui arrive là. Sur les européennes, personne ne tire le bilan. Est-ce que vous avez un bilan? Moi, j'ai un bilan de 5 ans. Je vous avais pas prévenu, vous êtes venu avec. J'ai été nommé la semaine dernière. Parce qu'on a l'impression que dans ce Parlement, personne n'est responsable, personne... J'ai été nommé la semaine dernière dans les 3 meilleurs députés européens dans ma catégorie, catégorie transport. Bah, c'est pas si mal sur 750. Voilà, en étant président de région. Ça veut dire qu'il y a eu 3,3 milliards d'euros qui ont été investis par l'Europe dans notre région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ça veut dire que nous avons traité... Donc ça veut dire que c'est bien d'avoir un mandat à la fois européen et un mandat local. Exact, puisque c'est nous qui gérons les fonds européens. Ça sera plus possible maintenant, malheureusement, à l'avenir. Malheureusement. Vous le regrettez? Je pars, j'ai été 20 ans parlementaire français, je pars avec le cœur serré de l'Europe. L'Europe est un mandat fantastique, passionnant, dans lequel on a un certain nombre de distances, dans lequel on peut vraiment peser. Le problème, c'est qu'on ne peut pas faire de politique de là-bas, puisque personne n'en parle. Est-ce qu'il faut que le PPE, qui est le parti principal, le parti conservateur du Parlement européen, conserve dans ses rangs Viktor Orban et son parti? En tout cas, moi je suis médecin, je pense que Orban souffre d'un certain nombre de pathologies graves, mais je suis médecin, quand vous avez un malade, vous ne le mettez pas dans la nature, vous le gardez à l'hôpital, donc dans la maison. Nous avons voté avec la totalité du PPE à l'unanimité, Orban compris, il y a 3 semaines, le fait qu'il soit suspendu tant qu'il n'a pas, avec son parti, redressé le fond de son discours. Et s'il ne redresse pas le fond de son discours, il sera exclu. Il faut l'exclure. Il sera exclu. Mais là, ils l'ont voté eux-mêmes. Donc, ils participent à cette démarche-là. C'est la force de l'Europe, c'est qu'on arrive à trouver des moyens pour en parler. Mais ce que je veux dire surtout, c'est que nous sommes majoritaires au niveau du Parlement européen. Et que quand on regarde les rapports de force, nous devons avoir, nous, la droite française, les pro-européens, le maximum de parlementaires européens pour avoir la majorité au PPE, pour peser. Et que si vous votez pour Mme Loiseau, je ne parle pas du Front National qui vote contre tout, ou du Rassemblement National, si vous votez pour Mme Loiseau, elle va siéger dans un groupe qui sera 3e ou 4e. C'est-à-dire qu'une perte d'influence de la France. Et vous allez perdre de l'influence aussi parce que les sondages ne sont pas très forts pour le moment pour vous. Mais on aura moins de parlementaires européens, mais on participera à la majorité. Vous pouvez recoller au peloton de tête LREM et Rassemblement National? J'espère, s'il y a une crise de conscience. Mais c'est la difficulté, c'est qu'on ne parle pas d'Europe jamais nulle part. Aujourd'hui, donc on est coincé par le grand débat, et du coup, on ne parle plus d'Europe. Donc, une nouvelle fois, la campagne européenne pour parler des bonnes choses et des mauvaises choses de l'Europe. Il y a encore beaucoup de choses à faire. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, le débat est éludé. Est-ce qu'il faut accorder un délai supplémentaire aux Britanniques pour le Brexit? Je suis très... Moi, il est question d'un an maintenant. Moi, je pense que non, parce que maintenant, ça suffit. Ça fait 3 ans qu'on discute. Il faut qu'ils sortent. C'est très compliqué, quand même, parce que si on les garde, ils vont voter. Mais si on les garde, ils vont voter, ils vont avoir des parlementaires européens qui vont être élus, sachant qu'ils risquent de sortir un an après, alors qu'ils vont être élus pour la durée de la mandature. Donc, il y a un moment, il faut clarifier très clairement les règles du jeu. Pour autant, perdre cette économie britannique et qui est importante dans le dispositif européen est une faute majeure. Mais c'est la faute du Parlement britannique. C'est la faute des élus britanniques. Et je tiens à souligner par rapport aux eurosceptiques, aux europhobes, que M. Farage au Parlement européen ou M. Johnson au Parlement britannique, qui sont pour le Brexit, qui étaient pour le Brexit, qui ont fait campagne pour le Brexit, qui ont expliqué que la souveraineté britannique reviendrait s'il sortait, aujourd'hui ils sont aux abonnés absents, ils sont partis en cavale, on ne les voit plus. Donc vous êtes pour un Brexit sec maintenant? Maintenant ça suffit. Ça suffit. Marseille. Mais je crois que, enfin on va voir. Marseille. Magnifique ville. Dans un an, les élections? Dans un an, les élections municipales, comme dans toutes les autres villes de France. Vous serez candidat? Non, enfin, je ne suis pas prévu pour être candidat. On parle de votre nom. Hein. Oui, mais on parle souvent de mon nom. On parle de Mme Vassal, qui est la présidente du conseil départemental. J'ai mon ADN qui est marseillais, parce que je suis élu de Marseille depuis longtemps, parce que j'aime cette ville fondamentalement, et qu'il y a toujours un risque avec des extrêmes, soit les Insoumis ou au Rassemblement National, et il y a la nécessité de modifier le passé de cette ville sur les 2 dernières mandatures. Donc, ni système, ni extrême, et je vais
fait piloter ça de la région avec mes amis politiques pour faire en sorte qu'il y ait une vision pour cette ville qui aujourd'hui est embourbée dans un certain nombre de difficultés. Martine Vassal pourrait être une bonne candidate? Martine Vassal, Bruno Gilles, dans notre famille politique, on a quelques-uns. On a des noms de compétences. On a un problème par rapport à Jean-Claude et sa mandature. On a aussi un avenir à dessiner. Et là, il faut des compétences. Et on se rend compte que... C'est quoi le problème avec Jean-Claude et sa mandature? Bon, on ne peut pas dire que la fin soit parfaite. D'accord. Vous vous êtes déjà exprimé sur le sujet. Aéroport de Paris, alors il y a une initiative, donc la privatisation de l'aéroport de Paris est à l'ordre du jour. Il y a une initiative parlementaire qui est intéressante, c'est d'organiser un référendum d'initiative partagée. Donc pour ça, il faut un nombre de parlementaires important, 185, 4,5 millions de voix. Mais alors ce qui est intéressant, c'est que ce référendum ne vient pas de la base, il vient du haut. C'est les parlementaires qui l'initient. Est-ce que vous êtes d'accord d'abord sur le principe qu'il ne faut pas privatiser l'aéroport de Paris, et deux, d'organiser ce référendum? Pour le référendum, bravo M. Sarkozy, vous avez donné la possibilité de le faire. Il y aura peut-être... C'est quand même... Au terme d'une réforme qui a été faite en 2008. Donc en tout cas, ça donne la possibilité à chacun de s'exprimer. Je suis très partagé pour l'aéroport de Paris. Les aéroports, c'est stratégique, donc c'est très essentiel. Mais enfin, pour autant, ce n'est pas à l'État de gérer les boutiques, de gérer le fonctionnement d'un aéroport. Ce qui est très important pour l'État, c'est d'avoir les enjeux stratégiques pour savoir si la sécurité à nos frontières, si la sécurité de l'aéroport, si l'immigration... Donc en fait, vous êtes plutôt pour la privatisation. Et donc je suis plutôt pour la privatisation parce que quand je vois la façon dont nous sommes reçus aux aéroports de Paris et que nous sommes reçus dans toutes les capitales européennes, et j'ai fait le tour des capitales européennes, c'est vraisemblablement un des aéroports qui est le moins performant en termes de qualité d'accueil. D'accord. Et ça, l'État n'est pas capable en fait de le gérer ou pas bien gérer. Donc les valeurs régaliennes de l'État sur la sécurité, c'est à l'État. Tout le commerce et l'accueil et la réorganisation. Donc vous êtes en face plutôt avec la réforme que veut le gouvernement. On est avec Renaud Muselier et on continue avec vos questions, chers internautes, et Jérémy Pontieux qui est arrivé dans notre studio. Alors, première question de Christian qui nous dit, de manière très précise sur le Figaro.fr, Monsieur Muselier, bonjour, quel regard et quelle écoute avez-vous du maire de Cannes puisque nous sommes en région sud élargie? Le maire de Cannes, c'est M. Lisnard. C'est M. Lisnard. Qui est de votre parti, d'ailleurs. M. Lisnard est un maire éminemment compétent, travailleur, efficace, performant, qui fait rayonner sa commune, sa ville, qui a pris des avancées très fortes dans le cadre de ce que l'on fait sur la COP d'avance, c'est-à-dire le plan climat. Je pense que c'est un maire de qualité. Je trouve que M. Lisnard est tout à fait à la hauteur de cette mairie, qui rayonne et qui apporte un rayonnement international avec un certain nombre de grands congrès, voire de festivals qui va avoir lieu bientôt. Si on pousse un peu plus à l'est, dans la bataille de Nice entre M. Ciotti et M. Estrosi, vous votez pour qui? Je vote pour le maire sortant, conformément aux traditions de ma famille politique. C'est-à-dire M. Estrosi. M. Estrosi, qui en plus est doté d'un bon sondage. Donc M. Estrosi est maire LR sortant de la ville de Nice. Je ne vois pas pourquoi on lui enlèverait l'investiture. D'accord. Jean-Pierre se projette sur le Facebook. Il nous dit « Serez-vous candidat à la présidentielle 2022 car je suis LR et tous ceux que je vois ne sont en aucun cas en capacité d'être la droite. » Ça veut dire que vous êtes en capacité. C'est ça. En tout cas, c'est un partisan sympathique. Je remercie de son soutien, mais je suis candidat à ma région. J'ai eu tous les mandats électoraux et je ne souhaite pas être président de la République ni rentrer au gouvernement. Ce qui est un enjeu pour moi essentiel, c'est de faire en sorte que cette région de 5 millions d'habitants, avec ses 3 grandes métropoles, ait la capacité de se développer. Et cette action-là, je ne peux la faire que si le gouvernement fait confiance au territoire. Et aujourd'hui, cette confiance est rompue et c'est un vrai problème. Un internaute se demande si vous êtes soucieux de la participation qu'il annonce, lui, un peu faible aux européennes. Oui, je suis toujours soucieux des absences de participation parce qu'on a la grande chance, plaisir, bonheur de pouvoir s'exprimer. Il faut prendre 10 minutes pour y aller. Quand on n'y va pas, on laisse la place aux autres qui sont très motivés. Ce sont souvent les extrêmes. Et ça m'inquiète toujours. Vous êtes sortant, mais vous ferez campagne quand même pour cette oui, moi je fais toujours campagne. Oui. Je dis en amont. Ce que je veux. Les gens à aller voter? Oui, parce que je sais que l'Europe, elle est utile. D'accord. 2 syndicats de police alertent sur le nombre élevé de suicides dans leur rang, 25 depuis le début de l'année. Et Johan nous dit c'est un chiffre effrayant. Quand on perd le sens de son travail, on perd le sens de la vie. Est-ce que c'est une situation qui vous préoccupe? Beaucoup. Vous savez que j'ai réagi quand il y a eu la cagnotte pour aider le boxeur qui avait frappé j'ai fait ma cagnotte, un gendarme, tout à fait. Il y a 51 000 personnes qui ont donné près d'1,5 million d'euros, qui sont allés aux blessés de la police. Et la police, moi je l'aime.
elle nous fait respecter le droit et la République et la démocratie, et il faut ne pas en permanence la critiquer. Et ces gens qui sont engagés au service de la République, au service du drapeau français, au service de l'ordre, et qui sont quelque part un combat personnel, se retrouvent très souvent, trop souvent, critiqués, malmenés, et donc désespérés, et donc il faut leur redonner confiance. Et dans cette cagnotte, les 51 000 personnes, on leur fait un clin d'œil amical et sympathique, et tant mieux. Est-ce que vous voyez d'un bon œil, nous dit cet internaute, la cantine à 1 €? Est-ce que c'est une mesure que vous soutenez? Ça dépend lesquels, ça dépend dans quels endroits, ça va un peu vite, c'est comme le ticket, le billet 1 €. Je ne suis pas trop dans la démagogie, moi. Je pense qu'il y a des personnes qui peuvent payer plus, et des personnes qu'il faut nourrir parce qu'ils ne sont pas nourris à la maison. Donc pour quelle catégorie, dans quelle école, à quel endroit, j'ai une variable. Mais ce qu'il faut, c'est que ça soit, pour tous les familles, ça soit modeste, et pour ceux qui n'ont pas accès au repas à la maison déjà, qu'ils aient la possibilité d'être nourris au moins à l'école. Une question je reviens sur les européennes. On voit que la liste LFI, la France insoumise, c'est un peu une affaire de famille pour Mélenchon, parce que on y trouve un de ses chauffeurs à Marseille, d'ailleurs. On y trouve le compagnon de sa fille. On y trouve une de ses ex-compagnes à lui-même. C'est pour ça que ce qui a été fait par M. Macron, qui est de recentraliser les listes. Avant, il y avait des listes par région. J'étais tête de liste dans le sud de la France. J'avais Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse. J'avais en face de moi M. Payon et M. Le Pen. Quand vous êtes plus proche du territoire, c'est les personnalités qui font. Quand c'est les partis qui décident, dans les partis, ils mettent leurs copains. Vous condamnez? Voilà, je condamne très fortement. Moi, je suis plutôt pour l'uninominal que le scrutin à la proportionnelle. Trop facile, proportionnel. Il faut être bien avec le chef, quelque part se prostituer entre guillemets pour y être, et comme ça, on est bien placé sur la liste. Pas mon genre. Le préfet du Rhône a décidé d'interdire par arrêté toute manifestation samedi. Et Pouce Pouce nous dit, voilà une bonne initiative, si toutes les villes de France pouvaient en faire autant. Est-ce que vous soutenez, vous, ces interdictions? Vous êtes plutôt pour? Je pense surtout, c'est que... Non, je ne suis pas contre les interdictions, mais je pense que on a un droit français qu'il faut respecter. Dans le droit français qu'il faut respecter, vous avez l'organisateur de la manifestation qui déclare la manifestation et qui l'encadre pour qu'il n'y ait pas de débordement. Si on applique le droit, vous ne pouvez pas manifester sans prévenir et dire où vous allez. Eh bien, appliquons le droit. Appliquons ce que nous avons mis en place. Nous sommes dans un pays démocratique où tout le monde peut s'exprimer, mais ce n'est pas la chienlit. Ce n'est pas n'importe qui, n'importe où, n'importe quand, n'importe comment. Voilà, ça, c'est pas possible. C'est dit. Une dernière question? Une dernière question peut-être sur un sujet que vous connaissez bien, c'est la santé. Les urgences des hôpitaux de Paris sont appelées à la grève à partir de dimanche et les agents dénoncent leurs conditions de travail. Gourou nous dit soutien à eux qui se battent pour leurs conditions de travail pour faire en sorte que le patient soit mieux traité. Il se demande si c'est une question qui vous préoccupe aussi. Je suis un ancien médecin, un ancien médecin urgentiste, donc j'ai travaillé aux urgences des hôpitaux de Marseille, au SAMU de Marseille. Je suis très attentif aux urgences, qui est le premier accès pour ceux qui souffrent, qui sont en danger et qui sont inquiets. Et donc les urgences, c'est un endroit de conflit aussi difficile. Le personnel des urgences, c'est un personnel tout à fait remarquable parce qu'ils aiment leur métier. C'est un peu comme les policiers, ceux-là. Ils se donnent et il faut toujours les aider. Je rassure ceux qui vont tomber malades, vous êtes réquisitionnés quand vous êtes en grève, donc vous aurez du personnel blanc en grève. Mais je défends bien entendu le personnel des urgences qui, eux, préviennent, mais aussi prennent en charge ceux qui souffrent. D'accord, merci. C'était Renaud Muselier qui répondait à nos questions. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions, y compris à vous, chers internautes, par l'intermédiaire de Jérémy Pontieux ce matin. Et à demain, si vous le voulez bien. Merci.